Le jour de mon mariage à la mairie de Lyon, alors que mon futur mari allait prononcer ses vœux, sa maîtresse enceinte a débarqué en robe blanche en hurlant « L'homme qu'il aime, c'est moi ». Bastien est resté muet, les yeux fixés sur elle. Moi, Élise, j'ai souri et je m'être suis avancée. Mais ce que j'ai fait ensuite les a tous laissés sans voix. Bonjour à tous et bienvenue. Ce que je m'apprête à vous raconter est l'histoire d'une trahison si profonde qu'elle a failli me détruire, mais qui, au final, a forgé la femme que je suis devenue. Le jour de mon mariage, à la mairie de Lyon, alors que mon futur mari Bastien allait prononcer ses vœux, sa maîtresse enceinte a débarqué en robe blanche en hurlant « L'homme qu'il aime, c'est moi ». Bastien est resté muet, les yeux fixés sur elle. Moi, Élise, j'ai souri et je me suis avancée, mais ce que j'ai fait ensuite les a tous laissés sans voix. C'est une histoire de vengeance, d'héritage familial et de justice. Avant de plonger dans les détails de ce jour qui a tout changé, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent. La grande salle des mariages de la mairie de Lyon était baignée d'une lumière solennelle. Les dorures des murs scintillaient, les lourds rideaux de velours rouge tombaient en cascades majestueuses. Tout était parfait. Trop parfait. Debout à côté de Bastien Dubois, l'homme que j'allais épouser dans quelques minutes, je sentais le poids de ma robe de créateur comme un linceul. Sous mon voile, je n'observais pas l'assemblée, ni même le maire qui commençait son discours. Mes yeux étaient rivés sur une seule personne, Geneviève Dubois, ma future belle-mère. Assise au premier rang, son tailleur Chanel impeccable, elle arborait un sourire satisfait, celui d'une femme d'affaires qui vient de conclure le marché du siècle. Et c'était bien de cela qu'il s'agissait. Un marché. Pas un mariage. Le maire a prononcé les mots rituels, sa voix grave résonnant dans le silence respectueux. Monsieur Bastien Dubois, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Élise Renaud, ici présente ? Un silence. Un silence un peu trop long. Bastien, d'habitude si arrogant et sûr de lui, semblait soudain avoir perdu sa langue. Il ne me regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur les immenses portes en chêne au fond de la salle. C'est à ce moment-là qu'elles se sont ouvertes à la volée, dans un fracas qui a fait sursauter tout le monde. Une jeune femme se tenait sur le seuil. Une apparition. Elle portait une robe de mariée, certes moins luxueuse que la mienne, mais tout aussi blanche. Ses cheveux blonds étaient en désordre, son maquillage avait coulé, mais ce qui a glacé le sang de toute l'assistance, c'était son ventre. Arrondi, proéminent, impossible à cacher. C'était Manon Lefèvre, une jeune actrice dont Bastien avait lancé la carrière. Elle a avancé dans l'allée, d'un pas chancelant mais déterminé. Chaque pas résonnait sur le marbre comme un coup de marteau. Arrivée à notre hauteur, elle a hurlé, la voix brisée par les sanglots et la rage, « L'homme qu'il aime, c'est moi ». Tous les regards se sont tournés vers Bastien. Il était livide. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son n'en sortait. Il était comme pétrifié, incapable de nier, incapable de confirmer, incapable de faire quoi que ce soit. Il était l'image même de la lâcheté. J'ai alors observé Geneviève. Son visage s'était décomposé. J'y ai vu une fraction de seconde de pure panique, immédiatement remplacée par un masque de mépris glacial pour Manon. Et puis, tous les regards se sont tournés vers moi. La mariée humiliée. La pauvre orpheline trahie. Ils attendaient les larmes, les cris, l'effondrement. Alors, j'ai fait la seule chose à faire. J'ai soulevé mon voile. Lentement. Et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de bonheur, ni de tristesse. C'était un sourire que personne dans cette salle ne pouvait comprendre. Un sourire de libération. Un sourire qui disait que le spectacle commence. Mon sourire a figé l'atmosphère. Le silence était si complet qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. D'un geste lent et délibéré, j'ai délicatement retiré ma main de celle de Bastien, qui était moite et glacée. Il n'a même pas semblé s'en rendre compte, toujours hypnotisé par le drame qui se jouait devant lui. J'ai fait quelques pas, le bruissement de ma robe en soie étant le seul son dans la salle. Je me suis arrêtée juste devant Manon, qui me regardait avec un mélange de haine et de triomphe. Elle s'attendait à une confrontation, à une explosion de jalousie. Je lui ai offert autre chose. J'ai levé mon magnifique bouquet de pivoine blanche, les fleurs préférées de ma mère.
Je l'ai tendu à Manon. Elle a reculé d'un pas, surprise, méfiante. Prends-le, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Apparemment, il te revient de droit. Ses yeux se sont écarquillés. Hésitante, elle a fini par prendre le bouquet, ses doigts tremblants effleurant les miens. Je me suis alors penché vers elle, assez près pour que seule elle puisse m'entendre. J'ai murmuré, ma voix n'étant qu'un souffle glacé, « Bonne chance, tu en auras besoin avec sa mère. » J'ai vu la confusion puis l'inquiétude passer dans son regard. Le premier grain de doute était planté. Sans lui laisser le temps de réagir, je me suis retourné vers l'assemblée. J'ai fait signe à l'officier d'état civil, qui était resté bouche bée, pour qu'il me donne le micro. Un murmure a parcouru la salle. Mesdames et messieurs, chers amis, chères familles, ai-je commencé, ma voix claire et stable résonnant grâce à la sonorisation. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui pour célébrer ce qui aurait dû être un jour heureux. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Il semble qu'il y ait eu un léger malentendu. Ce mariage n'était pas une union d'amour. C'était un accord commercial, une fusion entre l'entreprise Dubois et Fils et les actifs restants de ma famille, la famille Renault. Un hoquet de stupeur est venu de Geneviève. Je l'ai ignoré. Aujourd'hui, cet accord est rompu. Je déclare ces fiançailles et ce mariage, nul et non avenu. Le chaos a éclaté. Des flashs d'appareils photo crépitaient, les invités chuchotaient, se levaient. Bastien, sortant enfin de sa torpeur, s'est tourné vers moi, le visage déformé par la fureur. « Élise. Qu'est-ce que tu fais ?» En se précipitant vers moi, il a bousculé Manon sans même la voir. Déséquilibrée, elle a poussé un cri et est tombée lourdement sur le sol en marbre. C'est là que tout le monde l'a vue. Une tache rouge qui s'élargissait rapidement sur le blanc immaculé de sa robe, juste entre ses jambes. Le sang. Manon a hurlé, un cri de douleur et de panique, ses mains se crispant sur son ventre. Mon bébé. Bastien, notre bébé. Bastien s'est figé. La panique a remplacé la colère sur son visage. Au milieu des cris et de l'agitation des journalistes qui avaient senti le scoop de l'année, il a soulevé Manon dans ses bras et s'est frayé un chemin hors de la salle, hurlant « Laissez-moi passer. Appelez une ambulance. » Je suis resté là, au milieu du tumulte, parfaitement immobile. J'observais la scène, le sol taché de sang, le visage horrifié de Geneviève, la débandade des invités. Je n'ai ressenti ni pitié, ni tristesse. Juste le froid calcul d'une pièce d'échecs qui vient de se mettre en place. Je me suis éclipsé discrètement vers les toilettes des invités. J'ai sorti mon téléphone. Il n'y avait qu'un seul numéro dans mes favoris. Luc, ai-je dit, et pour la première fois de la journée, ma voix a tremblé, non pas de peur, mais du poids de ce que nous venions de déclencher. Luc, nous avons commencé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Après avoir quitté la mairie, laissant derrière moi le chaos et les ruines de ma vie d'avant, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai conduit. J'ai roulé pendant des heures, sans but précis, jusqu'à ce que je me retrouve sur l'autoroute en direction de Paris. C'est là que mes pas m'ont mené, comme toujours lorsque le poids du passé devenait trop lourd. Au cimetière de Montmartre. Le ciel était gris, bas, menaçant, comme un reflet de mon âme. J'ai acheté un bouquet de pivoine blanche et j'ai marché dans les allées silencieuses jusqu'à sa tombe. La pierre était froide sous mes doigts. Papa, ai-je murmuré. Les souvenirs sont revenus, non pas comme une vague, mais comme une marée lente et inexorable. J'avais 17 ans. L'odeur de la fumée, âcre et suffocante. Les flammes qui dansaient comme des démons orange et noirs, dévorant l'usine, l'œuvre de toute une vie de mon père. Il était ingénieur, un inventeur de génie. Ce soir-là, une fuite de gaz avait provoqué une explosion. Mon père était déjà sorti, mais il avait réalisé que son associé et ami, le père de Bastien, était encore piégé à l'intérieur. Il n'a pas hésité une seconde. Il est retourné dans le brasier. Il a réussi à pousser Monsieur Dubois dehors, juste avant qu'une poutre métallique en fusion ne s'effondre, l'emprisonnant pour toujours. Le jour de l'enterrement, les Dubois étaient là. Monsieur Dubois, le visage bandé, pleurait à chaudes larmes. Il m'a prise dans ses bras et a parlé d'une dette de vie, d'une reconnaissance éternelle. Geneviève, sa femme,
m'a serré contre elle, me promettant que je ne serais jamais seule, qu'ils me traiteraient comme leur propre fille. Ils ont tenu parole, au début. J'ai emménagé dans leur grande maison de Lyon. J'ai eu la plus belle chambre. Bastien, qui avait mon âge, a été chargé de veiller sur moi. On nous a fiancés, pour honorer la mémoire de nos pères, et unir nos deux familles à jamais. J'étais jeune, perdue, endeuillée. J'ai cru à leur gentillesse. J'ai cru que Bastien pourrait être mon ancre dans la tempête. Mais l'argent a un pouvoir corrosif. La compagnie de mon père, bien qu'endommagée, possédait des brevets d'une valeur inestimable. Les Dubois, au nom de la protection de mon héritage, ont racheté les parts des autres actionnaires et ont fusionné l'entreprise avec la leur, Dubois et Fils. Ils ont eu le tout pour une bouchée de pain, profitant de la situation de crise. C'est là que les choses ont commencé à changer, subtilement. Les regards de pitié ont été remplacés par une sorte de condescendance. Je n'étais plus la fille de leur ami sauveur, j'étais l'orpheline qu'ils avaient généreusement recueillie. Le souvenir qui a tout fait basculer est gravé dans ma mémoire. J'avais peut-être 22 ans. C'était lors d'un grand dîner d'affaires chez eux. J'aidais en cuisine quand j'ai entendu Geneviève parler à l'un de ses invités. L'homme la félicitait pour une acquisition récente. Geneviève a ri, un petit rire cristallin et faux. Oh, ce n'est rien comparé à l'affaire que nous avons faite avec l'entreprise de Renault, a-t-elle dit, la voix basse. C'est tragique, bien sûr, mais il faut admettre que nous avons eu de la chance d'avoir pu tout racheter pour presque rien. C'était une opportunité en or, vraiment. Elle a dû sentir ma présence, car elle s'est arrêtée net. Quand elle s'est retournée, son visage affichait une surprise feinte. L'éclat de calcul et de cupidité dans ses yeux, juste une fraction de seconde avant qu'il ne soit remplacé par son sourire mielleux habituel, a été une révélation. Une gifle. Ce n'était pas de la gratitude. Ce n'était pas une dette. C'était du profit. La vie de mon père contre une opportunité en or. C'est ce jour-là que la haine a pris racine en moi, silencieuse, profonde et patiente. Les années qui ont suivi, j'ai joué mon rôle à la perfection. Celui de la fiancée douce, reconnaissante et un peu naïve. J'ai terminé mes études de commerce, puis j'ai intégré Dubois et Fils, travaillant d'arrache-pied, gravissant les échelons. Je voulais comprendre leur empire de l'intérieur, connaître chaque rouage, chaque secret. J'étais efficace, et ils aimaient ça. J'étais la preuve vivante de leur générosité. Pendant ce temps, Bastien devenait l'homme que son père n'était pas et que sa mère encourageait, arrogant, dépensier, et infidèle. Ses aventures étaient nombreuses, mais discrètes. Jusqu'à Manon. Avec elle, c'était différent. Il ne se cachait plus. Il l'exhibait. Et Geneviève fermait les yeux. Pour elle, tant que le mariage qui scellerait définitivement l'union de nos fortunes avait lieu, les frasques de son fils n'avaient aucune importance. La trahison sentimentale était douloureuse, mais ce n'est pas ce qui a déclenché la guerre. Ce fut quelque chose de bien pire. Quelque chose qui a touché à la seule chose sacrée qui me restait, l'héritage intellectuel de mon père. Il avait laissé derrière lui des carnets, des esquisses d'un projet révolutionnaire dans le domaine des énergies renouvelables. C'était son chef-d'œuvre inachevé. J'y travaillais en secret depuis des années, le soir, les week-ends, le développant, le modernisant. C'était mon jardin secret, mon lien avec lui. Je projetais de le lancer via une nouvelle filiale, pour honorer sa mémoire. J'ai fait l'erreur fatale de me confier à Bastien, dans un moment de faiblesse, croyant qu'il pouvait encore y avoir une parcelle de l'ami d'enfance en lui. Quelques semaines plus tard, je suis rentrée plus tôt du bureau. La porte du bureau de Bastien, à la maison, était entr'ouverte. J'ai entendu la voix de Geneviève. Elle était excitée. C'est du génie, Bastien. Du pur génie. Avec ce projet, l'investisseur suisse va signer sans hésiter. Ton père serait si fier de toi. Mon sang s'est glacé. J'ai entendu Bastien répondre, la voix pleine de suffisance. Élise m'en a parlé un peu, mais j'ai tout repensé, tout amélioré. C'est mon idée maintenant. Geneviève a ri. Bien sûr que c'est ton idée, mon chéri. Cette orpheline, elle nous doit bien ça. C'est grâce à nous si elle n'est pas à la rue. Ce projet, c'est juste un petit remboursement de sa dette envers nous.
Un petit remboursement. Ils voulaient voler le travail de toute une vie de mon père, son âme, et ils appelaient ça un remboursement. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La nausée m'a submergée. Ce soir-là, j'ai attendu Bastien dans notre salon. J'ai posé les carnets de mon père sur la table basse. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé, la voix blanche. Il a eu l'audace de paraître offensé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Quand je lui ai répété la conversation, son masque est tombé. Il m'a regardé avec une froideur que je ne lui connaissais pas, et alors ? Tu vis sous mon toit, tu manges à ma table. Ce projet fera la fortune de notre famille. Arrête de toujours tout ramener à ton père. Il a choisi de mourir pour le mien, c'est son problème. Ne te sers pas de ça pour me faire du chantage toute ma vie. Cette phrase a brisé la dernière digue en moi. L'amour, l'espoir, le souvenir de notre enfance, tout a été emporté par un torrent de haine pure. Ce n'était plus une question de cœur brisé. C'était une question d'honneur. Ils avaient pris la vie de mon père, son entreprise, et maintenant ils voulaient prendre son âme. J'ai su à cet instant que je ne les laisserais pas faire. Je ne me contenterai pas de partir. Je les détruirai. Je reprendrai tout ce qu'ils m'avaient volé, au centuple. Maintenant, je me tourne vers vous. Si vous aviez été à ma place, confronté à une telle trahison, pas seulement de votre fiancé, mais de toute une famille qui vous devait la vie, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous pardonné ? Ou auriez-vous cherché la justice, par tous les moyens nécessaires ? Dites-le moi dans les commentaires. Après cette nuit-là, je suis devenue une autre femme. À l'extérieur, rien n'avait changé. Je souriais, je travaillais, j'organisais le mariage. Mais à l'intérieur, j'étais devenue un bloc de glace, animé par un seul objectif. Le lendemain de cette confrontation, j'ai pris un train pour Grenoble. J'avais rendez-vous dans un petit café discret, loin de l'agitation lyonnaise. Un homme aux cheveux grisonnants, au regard bienveillant mais vif, m'y attendait. C'était Luc Moreau. Il avait été le bras droit de mon père, son plus fidèle ami et gestionnaire. Après le rachat, il avait été l'un des premiers à être licencié par les Dubois, qui se méfiaient de sa loyauté envers ma famille. Nous n'avions gardé qu'un contact sporadique, mais je savais que je pouvais lui faire une confiance aveugle. Je lui ai tout raconté. La conversation, le vol du projet, la phrase monstrueuse de Bastien. Il m'a écouté sans m'interrompre, son visage se durcissant à chaque mot. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, puis il a posé sa main sur la mienne. Ton père avait anticipé, a-t-il dit doucement. Il n'a jamais eu totalement confiance en eux, même avant l'accident. Il sentait leur ambition démesurée. Luc a alors sorti une vieille mallette en cuir. Il l'a ouverte et a posé sur la table une liasse de documents. Quelques mois avant sa mort, a-t-il continué, ton père a fait quelque chose en secret. Il a créé une société fiduciaire en Suisse. Il y a déposé une partie de ses économies personnelles et surtout, les droits de propriété intellectuelle de ses projets les plus prometteurs, ceux qui n'étaient encore qu'à l'état d'ébauche. Il m'a nommé administrateur, avec des instructions très claires. Mon cœur battait à tout rompre. Luc m'a tendu une lettre, scellée, écrite de la main de mon père. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ma chère Élise, disait l'écriture familière. Si tu lis cette lettre, c'est que les choses ont mal tourné et que je ne suis plus là pour te protéger. Ne pleure pas, sache que j'ai toujours tout fait pour toi. Le monde des affaires est cruel, et l'amitié y est fragile. Si jamais les Dubois devaient te trahir, cette société est ton assurance vie, ton arme. Luc saura te guider. Utilise-la pour te défendre, pour protéger mon héritage, et pour construire ta propre vie. Sois forte. Je t'aime. Papa. Les larmes que j'avais refusé de verser pour Bastien ont coulé pour mon père. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une gratitude immense. Il veillait encore sur moi, par-delà la mort. La société s'appelait Renault Héritage. Pendant toutes ces années, Luc l'avait gérée avec une prudence et une intelligence remarquables, faisant fructifier le capital de départ. Elle était devenue une entité financière solide, mais totalement invisible, opérant à travers des sociétés écrans. C'était mon armée secrète. Mon plan, jusqu'alors flou et instinctif, a pris une forme claire et précise. Je n'allais pas seulement les humilier.
J'allais les anéantir sur leur propre terrain, celui des affaires. Nous avons passé le reste de l'après-midi à regarder les anciens carnets de mon père, les plans, les équations. Nous n'allons pas laisser son génie devenir leur trophée, Luc, ai-je dit, en essuyant mes larmes. Nous allons reprendre ce qui nous appartient. Luc a hoché la tête, un éclat de détermination dans les yeux. Ton père serait fier de toi, Élise. Alors, par où commençons-nous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le premier pion à sacrifier sur mon échiquier était Manon. Elle n'était pas la source du mal, mais elle en était le symptôme le plus visible, et le plus facile à manipuler. Sa vanité et son insécurité étaient ses plus grandes faiblesses. Je savais que l'idée d'un mariage prestigieux et d'une entrée dans la haute société lyonnaise la rendrait prête à tout. J'ai engagé un détective privé, non pas pour suivre Bastien, je connaissais déjà tout de sa double vie, mais pour tout savoir sur Manon. Ses habitudes, ses amis, ses peurs. Le rapport est revenu, et une information cruciale a attiré mon attention, sa santé. Elle avait eu des difficultés lors d'une précédente grossesse qui s'était mal terminée, et celle-ci était considérée comme à risque. Elle était terrifiée à l'idée de perdre ce bébé, son seul véritable levier sur Bastien. Le plan initial aurait été de simplement la payer pour créer un scandale. Trop simple, trop grossier. Je voulais quelque chose de plus pervers, quelque chose qui viendrait d'elle. Je voulais qu'elle croie que c'était son idée. Avec l'aide de Luc, nous avons mis en place une petite mise en scène. Nous avons fait publier un article dans un magazine People en ligne, un portrait d'un naturopathe parisien, un gourou du bien-être spécialisé dans les grossesses difficiles, qui prônait les vertus des plantes contre les poisons de la médecine moderne. L'homme était un charlatan, un acteur que nous avions payé. Quelques jours plus tard, une des amies de Manon, une actrice que Renault Héritage venait opportunément de sponsoriser, lui a parlé avec enthousiasme de cet homme miracle. « Il faut absolument que tu le voies, Manon. Il fait des merveilles. » L'hameçon était lancé. Manon, désespérée, a pris rendez-vous. Le docteur l'a reçu, l'a écouté, et lui a tenu le discours que nous avions écrit pour lui. Il l'a mise en garde contre les médicaments prescrits par son gynécologue, affirmant qu'ils étaient trop agressifs. Il lui a donné en échange de grosses boîtes de vitamines prénatales à base de plantes, garanties 100% naturelles. En réalité, c'étaient des placebos, de simples gélules de poudre de riz. Son traitement hormonal, essentiel pour maintenir sa grossesse, était ainsi interrompu. Je savais ce que cela signifiait. La fausse couche était désormais inévitable. Une question de semaines, peut-être de jours. Le drame de la mairie n'aurait été qu'un accélérateur, pas la cause. Je me souviens avoir reçu la photo de l'échographie de Manon, que mon contact m'avait envoyée. Elle l'avait postée sur un compte privé, pleine de joie. J'ai regardé l'image, ce petit point de vie qui n'avait aucune chance. Un frisson m'a parcouru. Une voix dans ma tête me demandait si j'étais devenu un monstre. J'ai fermé les yeux. J'ai revu le visage de mon père. J'ai entendu le rire de Geneviève parlant de son « opportunité en or ». J'ai senti la froideur de Bastien me disant que la mort de mon père était « son problème ». La compassion s'est éteinte, remplacée par une détermination glaciale. Ce bébé, pour eux, n'était pas un enfant à aimer. C'était un héritier. Un outil pour consolider leur pouvoir et m'écarter définitivement. Je ne faisais que retirer une pièce de leur jeu. Une pièce maîtresse. Ensuite, il a fallu lui donner l'idée d'interrompre le mariage. Toujours via son ami, j'ai fait fuiter de fausses informations. J'ai entendu dire que Geneviève Dubois rêve d'un petit-fils. Elle est vieille école, elle ferait n'importe quoi pour l'héritier de l'Empire Dubois. Puis, quelques jours avant le mariage, une source proche m'a dit que Bastien est sur le point de rompre avec toi après le mariage. Sa mère le force. Il faut que tu agisses, que tu le mettes au pied du mur devant tout le monde. C'est ta seule chance. La graine de la panique était plantée. J'avais juste à attendre qu'elle germe. Et vous, pensez-vous que j'ai été trop loin avec cette manipulation? La fin justifie-t-elle toujours les moyens?
Pendant que le drame personnel de Manon se préparait, j'activais le deuxième volet de mon plan, la destruction financière de Dubois et Fils. Durant des années, j'avais observé, noté, archivé. Bastien, avec l'arrogance de celui qui se croit intouchable, avait commis de nombreuses imprudences. Des investissements hasardeux dans les projets artistiques de ses maîtresses, des notes de frais exorbitantes, des contrats signés sans une lecture approfondie. Et surtout, des montages financiers complexes conseillés par sa mère, Geneviève, pour optimiser leurs impôts. L'optimisation fiscale est une chose, la fraude en est une autre. Et ils avaient allègrement franchi la ligne. Mon travail consistait à rendre ces fraudes non seulement visibles, but aussi indéfendables. J'ai passé des nuits entières, aidé par une petite équipe d'experts comptables engagés par Luc, à monter un dossier. J'ai, subtilement, encouragé Bastien à signer certains contrats avec des fournisseurs offshore qui étaient en réalité des sociétés écrans que nous contrôlions. Chaque signature était un clou de plus dans son cercueil financier. Il pensait que je l'aidais à développer l'entreprise, alors que je creusais sa tombe. La partie la plus délicate était de ne laisser aucune trace qui pourrait remonter jusqu'à moi. Tout devait sembler provenir de sa propre incompétence et de sa cupidité. Le lendemain du mariage avorté, alors que les journaux à scandale se délectaient des photos de Manon ensanglantée et de Bastien paniqué, j'ai agi. Un dossier anonyme, épais et impeccablement documenté, a été déposé sur le bureau du procureur financier de Lyon. Il contenait tout, les relevés bancaires, les copies des contrats frauduleux, les schémas des flux financiers illicites. Tout ce qu'il fallait pour déclencher un raid. 2 jours plus tard, la bombe a explosé. J'étais dans mon bureau chez Dubois et Fils, triant ostensiblement des dossiers, jouant le rôle de la fiancée loyale qui tenait la barre en pleine tempête. Soudain, les portes se sont ouvertes. Des hommes et des femmes en civil, brassards de la police financière au bras, ont investi les lieux. Perquisition en cours. Personne ne bouge. Les employés étaient stupéfaits. Moi, je me suis levé, jouant la surprise et l'indignation. Mais enfin, que se passe-t-il? C'est une erreur. L'un des inspecteurs s'est approché de moi, m'ignorant presque, et a demandé « Le bureau de monsieur Bastien Dubois ?» Bastien a été interpellé chez lui, devant sa mère. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques heures, le cours de l'action de Dubois et Fils a commencé à chuter vertigineusement. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les actionnaires, les banquiers, les clients, tous paniquaient. C'est à ce moment-là que Geneviève m'a appelé. Sa voix, d'habitude si autoritaire et méprisante, était méconnaissable. Elle était stridente, au bord de l'hystérie. Élise. Élise, il faut que tu fasses quelque chose. C'est un cauchemar. Ils ont emmené Bastien. J'ai pris une voix compatissante, presque tremblante. Mon Dieu, Geneviève. Je suis sous le choc. Je ne comprends pas. Mais ne vous inquiétez pas, je suis à l'entreprise. Je vais gérer la crise. Restez forte. J'ai raccroché. J'ai regardé par la grande baille vitrée de mon bureau, la vue sur Lyon qui s'étendait à mes pieds. Leur empire. Leur château de cartes. Et je venais de souffler dessus. Comment pensez-vous qu'ils allaient réagir en me voyant devenir leur seul espoir de survie? Les jours suivants ont été un chaos maîtrisé. Alors que la famille Dubois était dans la tourmente, je suis devenu, aux yeux de tous, le pilier indispensable. La seule personne capable de rassurer les investisseurs et de maintenir l'entreprise à flot. Geneviève, consumée par l'angoisse pour son fils et son empire, s'en remettait entièrement à moi. Elle m'appelait 10 fois par jour, me suppliant de trouver une solution, de faire jouer mes relations. C'était d'une ironie délicieuse. Elle, qui m'avait traité comme une pièce rapportée pendant des années, me voyait maintenant comme sa seule planche de salut. C'est dans ce climat de crise que Manon a choisi de faire sa réapparition. Elle avait perdu le bébé, bien sûr. Les médecins avaient conclu à une complication due à une santé fragile, aggravée par le choc et la chute. Personne ne soupçonnait les placebos. Renvoyée de l'hôpital, le visage creusé par le chagrin et la rage, elle n'avait plus qu'une idée en tête, se venger de moi, qu'elle tenait pour responsable de tout. Elle a débarqué un après-midi à l'étage de la direction, sans rendez-vous, hurlant mon nom. Ma secrétaire a tenté de l'arrêter,
en vain. Elle a fait irruption dans mon bureau comme une furie. C'est de ta faute, a-t-elle crié, les yeux injectés de sang. Tu as tout orchestré. Tu as toujours voulu me détruire. J'étais sur le point de répondre, de jouer la surprise et la peine, quand la porte s'est ouverte de nouveau. Geneviève. Elle était venue pour notre point de crise quotidien. En voyant Manon, son visage s'est transformé en un masque de haine pure. Pour elle, cette fille était la cause de la chute de son fils, la source de tous leurs problèmes. Avant que Manon ne puisse dire un mot de plus, Geneviève s'est avancée et l'a giflée. Une gifle sèche, violente, qui a résonné dans le silence du bureau. Espèce de petite traînée, a sifflé Geneviève. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Tu as ruiné mon fils. Tu as ruiné ma famille. Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Manon était sonnée, une main sur sa joue rouge. Elle a regardé Geneviève, puis moi, avec une incrédulité totale. Elle s'attendait probablement à ce que Geneviève, la grand-mère potentielle de son enfant, la soutienne. Elle n'avait pas compris. Le bébé était le seul lien qui lui donnait de la valeur aux yeux de Geneviève. Maintenant que le bébé n'était plus là, elle n'était plus qu'un pion inutile, une nuisance. Je suis restée assise derrière mon bureau, silencieuse, observant la scène. C'était fascinant. Ces deux femmes, qui avaient été alliées dans la trahison contre moi, se déchiraient maintenant avec une violence inouïe. Je n'ai même pas eu besoin de lever le petit doigt. Geneviève a continué à l'insulter, la traitant de profiteuse, de fille de rien. Manon, en larmes, a fini par s'enfuir en courant. Une fois la porte refermée, Geneviève s'est tournée vers moi, le souffle court, essayant de reprendre son calme. Elle a lissé son tailleur. Je suis désolée, Élise. Tu ne devrais pas avoir à supporter ça. Elle s'attendait à ma gratitude, à ma compassion. Je l'ai regardée, un long moment, sans rien dire. Puis, j'ai dit, d'une voix neutre et froide, la comédie était impressionnante, Geneviève. Mais ne croyez pas que cela suffira à sauver Dubois et fils, point. Son visage s'est décomposé une seconde fois. Elle venait de comprendre que le pion qu'elle venait de sacrifier n'était rien comparé à la reine qui se tenait en face d'elle. Le jeu venait de monter d'un cran. Que feriez-vous face à une telle hypocrisie? L'humiliation publique infligée par Geneviève a été le coup de grâce pour Manon. Sa carrière, déjà mise à mal par le scandale du mariage, était terminée. Les producteurs ne voulaient plus d'elle, les contrats publicitaires étaient annulés. Et maintenant, la famille Dubois, pour qui elle avait tout risqué, la rejetait comme une malpropre. Son monde s'est effondré. Quelques jours après l'incident au bureau, la nouvelle est tombée, Manon avait fait une tentative de suicide. Elle avait avalé une boîte de somnifères, mais sa femme de ménage l'avait trouvée à temps. Elle était hospitalisée en service psychiatrique. Avant son geste, elle avait fait une dernière chose. Elle avait rédigé un long message sur ses réseaux sociaux. Un texte décousu, plein de fautes, mêlant chagrin, colère et paranoïa. Elle y racontait sa version de l'histoire, m'accusant d'être une manipulatrice diabolique, une femme jalouse qui l'avait poussée au suicide. Elle affirmait que j'avais orchestré sa chute depuis le début. Bien sûr, elle n'avait aucune preuve. Son message ressemblait aux divagations d'une femme instable et désespérée. La plupart des gens n'y ont pas cru, y voyant une dernière tentative pour attirer l'attention. Mais le mal était fait. Mon nom était de nouveau jeté en pâture. C'est à ce moment-là que Bastien a été libéré sous caution. L'enquête était toujours en cours, mais il était de retour. Il est venu directement à l'entreprise. Je l'attendais. L'homme qui est entré dans mon bureau n'était plus le playboy arrogant que j'avais connu. Il avait maigri. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Son costume, autrefois impeccable, semblait trop grand pour lui. La prison, même pour quelques jours, l'avait brisé. La peur avait remplacé l'arrogance. Il s'est assis en face de moi, sans dire un mot, et a posé sur la table une copie imprimée du message de Manon. « Est-ce que c'est vrai, Élise » a-t-il demandé, sa voix rauque. Je l'ai regardé, jouant la peine et l'épuisement. « Bastien, regarde-la. C'est une femme qui a tout perdu. Elle cherche un coupable. Qui de mieux que moi? La fiancée qu'elle a essayé d'humilier.
Il a secoué la tête, lentement. Non. Il y a autre chose. Les contrats, les investissements. Tout ce qui a mal tourné, ce sont des dossiers que tu as supervisés. Les clients que nous avons perdus, ils ont tous signé avec la même nouvelle société, une entreprise sortie de nulle part, Renault Héritage. Point. Il a prononcé le nom, et ses yeux se sont fixés sur les miens. Il n'y avait plus de doute. Il savait. Ou du moins, il soupçonnait. Très fortement. Il ne comprenait pas encore comment j'avais fait, ni l'ampleur de la machination, mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. La haine dans son regard était palpable. Mais la haine était mêlée à autre chose, la peur. Il réalisait qu'il n'était pas face à une femme bafouée, mais à un adversaire redoutable qu'il avait totalement sous-estimé. Le jeu de dissimulation était terminé. Une nouvelle partie, beaucoup plus dangereuse, allait commencer. Une confrontation directe. Comment allais-je gérer un adversaire qui commençait à deviner mon jeu? Le silence dans le bureau était électrique. Bastien me fixait, attendant une réponse, un démenti, une explication. J'ai décidé de ne lui donner aucun des trois. J'ai laissé le silence s'étirer, le regardant droit dans les yeux, laissant son angoisse monter. Puis, j'ai fait quelque chose qu'il n'attendait pas. J'ai laissé une larme couler sur ma joue. Une seule. Parfaitement maîtrisée. Comment peux-tu penser ça de moi, Bastien, ai-je murmuré, la voix brisée par une émotion feinte. Après tout ce que j'ai fait pour tenir cette entreprise debout pendant que tu étais absent. Après avoir supporté l'humiliation publique. Tu penses vraiment que j'aurais fait tout ça? Il a été déstabilisé. Il s'attendait à de la colère, à des dénégations. Pas à de la peine. Je ne sais pas quoi penser, Élise. C'est trop de coïncidences. Des coïncidences? J'ai ri, un rire amer, sans joie. Tu appelles ça une coïncidence? Que ta maîtresse débarque à notre mariage? Que tes fraudes fiscales éclatent au grand jour? Ce ne sont pas des coïncidences, Bastien. Ce sont les conséquences de tes actes. Pas des miens. Je me suis levé, j'ai fait le tour du bureau pour me rapprocher de lui. Je me suis accroupi à sa hauteur, mon visage proche du sien. Pourquoi j'aurais fait ça, dis-moi? Par jalousie pour Manon? Oui, tu m'as fait du mal. Tu m'as humilié. Tu m'as trahi. Mais détruire l'entreprise de nos pères? Jamais. C'était le coup de génie. Invoquer nos pères. Son point faible. Cette entreprise, c'est tout ce qui nous reste d'eux. Tu as sali leur nom, Bastien. Toi et ta mère. Je l'ai vu vaciller. Le doute s'est réinstallé. Peut-être qu'il s'était trompé. Peut-être que j'étais vraiment la victime qu'il avait toujours vue. J'ai continué, ma voix se faisant plus douce, presque suppliante. Je ne sais pas qui est derrière Renault Héritage. Mais je sais une chose. Nous sommes au bord du gouffre. Et la seule façon de nous en sortir, c'est ensemble. Il m'a regardé, perdu. Ensemble. Mais comment? Tu veux que je te sauve, Bastien? Tu veux que je mette toutes mes forces, toute mon énergie, pour sortir du bois et fils de ce pétrin? Tu veux que je pardonne? Alors prouve-le-moi. Comment? A-t-il répété, comme un enfant. C'est simple, ai-je dit en me relevant, reprenant une posture de contrôle. Manon. Elle est le poison qui a tout détruit. Je veux que tu mettes fin à cette histoire. Pas en secret. Publiquement. Je veux que tu fasses une déclaration. Que tu t'excuses auprès de moi, auprès de nos familles. Que tu la répudies. Que tu montres à tout le monde, aux investisseurs, à nos clients, que tu as fait une erreur et que tu as choisi ton camp. Que tu me choisis, moi. Et notre avenir. C'était une demande monstrueuse. Je lui demandais de détruire publiquement une femme déjà à terre, de s'humilier lui-même. C'était un test. S'il acceptait, cela prouverait deux choses, qu'il était prêt à tout pour sauver sa fortune, et qu'il était encore assez stupide pour croire qu'il pouvait me manipuler. Je lui offrais une porte de sortie, une lueur d'espoir. Un baiser de Judas. Fais ça, Bastien, ai-je conclu, ma voix redevenue froide. Prouve-moi que je peux encore te faire confiance.
Et après, seulement après, nous parlerons de l'avenir de cette entreprise. Il est resté silencieux pendant ce qui m'a paru une éternité. Puis, il a lentement hoché la tête. D'accord, a-t-il dit. Je le ferai. Il ne savait pas qu'il venait de tomber dans le dernier piège. Le plus mortel. Bastien, comme le naufragé qui s'agrippe à une bouée percée, a fait exactement ce que je lui avais demandé. Son avocat a publié un communiqué de presse glacial. Il y annonçait la fin de toute relation avec mademoiselle Lefebvre, présentait ses excuses publiques à sa fiancée, mademoiselle Renaud, pour le préjudice moral causé, et affirmait sa volonté de se consacrer exclusivement à la survie de son entreprise et à la réparation de ses erreurs. C'était une exécution en place publique. Pour Manon, déjà au fond du gouffre, ce fut le coup de poignard final. L'homme pour qui elle avait tout sacrifié la jetait comme une ordure pour sauver sa propre peau. La réaction ne s'est pas fait attendre. Sortie de l'hôpital contre l'avis des médecins, elle est devenue folle de rage. Elle l'a harcelé d'appels, de messages menaçants. Elle a juré de tout déballer aux journalistes, pas seulement leur liaison, mais aussi les autres femmes, l'argent qu'il lui avait donné, les secrets d'affaires qu'il lui avait confiés. Elle était devenue une bombe à retardement. C'est elle qui a exigé une dernière rencontre. Un ultimatum. Retrouve-moi au chalet, Bastien. Notre chalet dans les Alpes. Dimanche soir. Si tu ne viens pas, lundi matin, je raconte tout. Le chalet. Un endroit isolé en montagne, où ils avaient passé leur premier week-end. Un lieu chargé de souvenirs. Le piège parfait. Bastien, terrifié à l'idée qu'elle fasse tout capoter, a accepté. Il m'a prévenu, jouant la carte de l'honnêteté. Je dois y aller, Élise. Pour la faire taire une bonne fois pour toutes. C'est la dernière fois. Je te le jure. Je l'ai encouragée, avec une fausse inquiétude. Sois prudent, Bastien. Elle est instable. Le dimanche soir est arrivé. Le temps était exécrable. Une pluie glaciale s'abattait sur Lyon. J'avais invité Geneviève à dîner dans un grand restaurant étoilé, sous prétexte de discuter de la stratégie à adopter après le communiqué de Bastien et de commencer à reconstruire notre famille. Elle était ravie, presque euphorique. Elle voyait la lumière au bout du tunnel. Son fils était de retour, la vilaine maîtresse était écartée, et la gentille Élise était là pour tout réparer. Nous étions en train de déguster le plat principal quand son téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. Elle a décroché, l'air agacé. J'ai observé son visage changer. D'abord l'agacement, puis l'incompréhension, et enfin, l'horreur absolue. Ses yeux se sont écarquillés. Sa fourchette a glissé de ses doigts et est tombée sur son assiette dans un bruit strident. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a porté une main à sa poitrine, son souffle devenant rauque, sifflant. Geneviève, ai-je demandé, me levant. Elle m'a regardé, les yeux exorbités, pleins d'une terreur muette. Puis, elle s'est effondrée, glissant de sa chaise et s'écrasant sur le sol. Au secours! Un médecin! Elle fait une crise cardiaque, ai-je crié, jouant la panique à la perfection. Au même instant, sous la table, mon propre téléphone a vibré. Je l'ai sorti discrètement pendant que les serveurs s'agitaient. C'était un message de Luc. 5 mots. 5 mots qui signaient la fin de la partie. La voiture a été entretenue hier. Je savais ce que ça voulait dire. La veille, profitant de l'absence de Bastien, l'un des hommes de Luc, un mécanicien de génie, avait discrètement trafiqué les freins de sa puissante voiture de sport. Rien de détectable lors d'une inspection normale. Juste une petite faiblesse qui ne se révélerait qu'en cas de freinage brusque, à haute vitesse, sur une route sinueuse et mouillée. Comme une route de montagne, un soir de pluie. Le rideau était tombé sur la dernière scène. Les secours sont arrivés rapidement, mais c'était trop tard pour Geneviève. Son cœur, déjà fragilisé par le stress des dernières semaines, n'avait pas supporté le choc de la nouvelle. La nouvelle que j'avais devinée en voyant son visage, et qui a été confirmée par les chaînes d'information en continu avant même que nous quittions le restaurant. Un accident mortel sur une route de montagne près de Chamonix. Le véhicule, appartenant à l'homme d'affaires Bastien Dubois, aurait dérapé dans un virage avant de plonger dans un ravin.
On déplore 2 victimes, Monsieur Dubois et sa passagère, identifiés comme étant l'actrice Manon Lefèvre. L'enquête de police a été rapide. Les conditions météorologiques étaient terribles. La route était connue pour être dangereuse. La voiture était un modèle puissant, difficile à maîtriser sur sol glissant. Les premières analyses ont révélé des traces de pneus indiquant une perte de contrôle, mais pas de freinage brutal, ce qui a d'abord intrigué les enquêteurs. Cependant, l'analyse plus poussée de l'épave, carbonisée après l'explosion, a conclu à une défaillance possible du système de freinage dû à l'usure, une conclusion vague mais plausible. Mais le clou du spectacle, ce fut la récupération de la boîte noire du véhicule. L'enregistreur audio avait partiellement survécu. Les experts ont réussi à extraire les dernières secondes de conversation. La qualité était mauvaise, couverte par le bruit de la pluie battante et du moteur, mais on pouvait distinguer leurs voix, hurlantes, pleines de panique et d'accusation. On entendait Manon crier « Tu me jettes comme ça. Après tout ce que j'ai fait. Je vais tout dire, Bastien, je vais dire que c'est ta mère qui m'a poussé à venir au mariage. » Puis la voix de Bastien, déformée par la rage, « Tais-toi. Tais-toi. C'est fini. Tu as tout gâché. » Le dernier son audible était le cri strident de Manon, suivi d'un bruit de choc assourdissant, puis le silence. La conclusion officielle est tombée, l'accident était dû à une violente dispute entre les 2 occupants, ayant entraîné une perte de concentration fatale du conducteur dans un virage dangereux, potentiellement aggravé par une défaillance mécanique. Un drame passionnel. Une fin tragique pour une histoire d'amour toxique. Personne n'a cherché plus loin. L'opinion publique a rapidement rendu son verdict, ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Le karma, disaient certains. Une justice immanente, disaient d'autres. J'ai été interrogé par la police, bien sûr. J'ai joué le rôle de la veuve éplorée, doublement endeuillée, ayant perdu son fiancé et sa belle-mère le même soir. J'ai raconté calmement ma version des faits, ma dernière conversation avec Bastien, mon dîner avec Geneviève. J'avais un alibi parfait. J'étais la victime survivante de toute cette tragédie. Le pion devenu reine par la force des choses. Personne, absolument personne, ne m'a soupçonné. Le crime était parfait. L'enterrement fut un grand spectacle. Un double enterrement, pour la mère et le fils. Tout le gratin de Lyon était là. Je me tenais au premier rang, vêtu de noir, le visage caché par une voilette. J'ai pleuré. Des larmes sincères, cette fois. Pas pour eux. Mais pour la jeune fille de 17 ans que j'avais été, celle qui avait perdu son père et qui avait cru trouver une nouvelle famille. Je pleurais la fin d'une époque, la mort de mon innocence. Les gens autour de moi chuchotaient, pleins de compassion. La pauvre Élise. Après tout ce qu'elle a subi. Quelle force de caractère. Il voyait une sainte. Il ne savait pas qu'il assistait au couronnement d'une reine. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai agi vite. L'Empire Dubois était sans tête, les actionnaires paniquaient. Renault Héritage, ma société secrète, est alors sortie de l'ombre. J'ai fait une offre publique d'achat sur Dubois et Fils. C'était une offre généreuse, mais ferme. Personne n'était en position de refuser. En quelques mois, la fusion était terminée. Ou plutôt, l'absorption. J'ai dissous Dubois et Fils, et j'ai intégré ses actifs sains dans ma propre entreprise, que j'ai rebaptisée Groupe Renault. J'ai gardé les employés compétents et j'ai purgé l'entreprise de tous les parasites que Geneviève et Bastien avaient placés. Le projet de mon père, celui qu'ils avaient voulu voler, est devenu le projet phare du nouveau groupe. Il a connu un succès retentissant, révolutionnant le secteur et assurant la pérennité de notre nom. Mon nom. Le nom de mon père. Aujourd'hui, je suis à la tête de cet empire. Je me tiens parfois dans le bureau qui était celui de Bastien, qui avant lui était celui de son père, et qui aurait dû être celui du mien. Je regarde par la même baille vitrée, la même vue sur Lyon. Mais je ne vois pas la même chose qu'eux. Ils voyaient un symbole de leur pouvoir, de leur fortune. Moi, je vois un mémorial. Un hommage à un homme bon et brillant, dont la vie a été échangée contre une opportunité en or. Je me suis assise à mon bureau. J'ai sorti de mon tiroir une vieille photo jaunie. Mon père et moi, dans le jardin. Il me tenait sur ses épaules.
Nous rions aux éclats. J'ai caressé son visage souriant. J'ai réussi, papa, ai-je murmuré. J'ai tout repris. Pour toi. Un sentiment de paix, profond et total, m'a envahi. Ce n'était pas la joie de la victoire, ni le plaisir de la vengeance. C'était le calme de la justice accomplie. L'histoire que je vous ai racontée n'est pas une incitation à la haine. C'est un témoignage. Le témoignage que même depuis les cendres de la plus sombre des trahisons, on peut renaître, plus fort et plus déterminé. Le pardon est peut-être une vertu, mais parfois, la seule façon de trouver la paix est de réclamer justice. C'est le chemin que j'ai choisi. Et vous, si vous étiez à ma place, auriez-vous eu la force de mener ce combat jusqu'au bout? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez dû vous battre pour défendre votre honneur ou votre héritage, racontez-moi votre histoire. Chaque histoire mérite d'être entendue. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.